Nous sommes bien là. Bonjour. Bonjour à vous tous, là où vous êtes. Comme d'habitude, l'archipel Guadeloupe, le reste du monde. Et vous le savez, nos aficionados, les foulreux, grand bonjour à vous. Vous faites à votre manière l'émission. Alors, Eco-Club, aujourd'hui, ce 24 janvier 2024, Eco-Club donc aborde une question très souvent clivante. C'est celle de l'école. Oui, l'école considérée très souvent par certaines personnes comme une institution admirable et bienfaisante. Pour d'autres, elle fait l'objet de critiques. Dans tous les cas, l'école fascine puisque on s'y intéresse, le sujet fait débat. Qualifié de temple des savoirs, lieu de transmission des savoirs et des valeurs, institution clanique pour certains, au service de tous pour d'autres. Peut-on la qualifier d'ascenseur social? Quelle école pour demain? Est-ce une école territorialisée, mais ouverte sur le monde pour la cohabitation pacifique dans ce monde de l'interdépendance? Que dire de la jeunesse ambitieuse de servir le pays Guadeloupe? Ce sont des questions importantes, me semble-t-il, qui renvoient à une autre aussi importante. Comment accéder à la citoyenneté? Alors, messieurs, notre cocktail thématique ainsi présenté, le public, téléspectateurs, followers, tout ce que vous voulez, attend donc de nous échanges, analyses et sans doute de réponses. Alors, pour présenter notre thème d'aujourd'hui, notre thématique d'aujourd'hui, intitulée donc « L'école, l'éternelle fascination ». Voilà donc ainsi, il s'agit donc pour moi, bien entendu, messieurs, de vous adresser ce grand bonjour. Merci d'être là. La droite spatiale qu'on peut déjeuner toujours. Au grand bonjour, Raphaël. Oui, bonjour tout le monde, bon dimanche. C'est fou comme le mois de janvier est passé vite. Ça fait déjà un 12e de l'année, donc je suppose que 2024 va passer aussi vite. Donc raison de plus pour œuvrer rapidement sans perdre plus de temps. Va passer aussi vite, mais avec de bonnes choses aussi. Hein. J'espère, oui. Parce que l'année dernière, l'année 2023 fut ce qu'elle fut. Et puis bon, voilà. Alors Raymond, Moulien, Moul va toujours très bien, j'imagine. On est toujours bien. Alors bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour aux amis du plateau, et puis bon dimanche à tous, et puis voilà. Et bien entendu, René, toujours dans la verticalité. Hein, merci d'être René de là. Avec Chergé, en fait, comme ça. Bonjour, l'homme d'une solidarité bienfaisante. Non, oui, bon, oui. Les solidarités sont tout à fait normales, hein, sociales, etc. Les solidarités, il faut là, d'avoir nous sommes peuple solidaire normalement. Et même si de plus en plus c'est une forme d'individualisme qu'a développé et qui lit tendance à dire au mot restant, nous avons ça le nombre de gens qui ont joué ça aussi bon pas tenir une solidarité entre nous qui a fait qu'on ne peut pas aller trop loin oui. ou non limite. Mais ça, on veut dire simplement par rapport à ce que tu as parlé tout à l'heure, c'est que là, aux jeunes, si vous avez 4 ans, 5 ans, 6 ans, au cas du foot, on a passé vite pour faire qu'on est grand, pour trouver au grand. Et là, où qu'on nous, j'allais au l'âge, au cas du temps là, et qui est pas trop vite. Oui. Donc, mais ça, c'est la vie. Hein. Mais c'est vrai que parfois, on y, surtout là où on a un certain nombre de préoccupations, on va trouver temps là qui passe trop vite. Et on va nous temps, justement, résoudre toutes les questions qu'on devait résoudre. C'est vrai. L'essentiel, c'est d'être toujours debout, comme on dit.
toujours dans la verticalité, dans l'action, dans la pensée. Et puis, comme on l'avait souhaité en début d'année, la santé, c'est ce qui est fondamental, on en parle toujours. Alors, messieurs, alors il faut-il le signaler, hein, nos amis Nico, donc d'abord, Nico a signalé donc, son absence aujourd'hui, pour des raisons que vous connaissez, hein, je suppose. Il y a de très méchants, il est en déplacement. Et puis, un bonjour aussi également à Édouard Collet, Nico Grand, bonjour. Voilà donc pour la réalité de ces absences, ces explications. Alors, messieurs, comme chaque dimanche, vous le savez, fidèles à nos habitudes, il y a ce que nous appelons les préliminaires, c'est-à-dire les marqueurs de l'actualité de la semaine, les points qui ont attiré votre attention, ma foi, qui ont retenu votre attention, sur lesquels vous souhaitez y revenir. Alors, je vais sans doute lancer la musique, Raphaël. Oui, il y aurait 2 points. Bon, le premier point, ce serait Vim, parce que j'étais beaucoup interpellé sur eux. Bon, je suis pas très... Le mouvement carnavalesque. Oui, mais c'est pas très, très important. Sinon, on va dire quand même 2 choses, parce qu'on m'a demandé. Et le deuxième, c'est plus important, plus profond et plus interpellant, c'est ce qui se passe autour de la loi sur les divisions. Non, la loi sur l'immigration. L'immigration. Excuse-moi, on avait déjà prévu un sujet là-dessus, mais... D'accord. Mais juste 2 mots. Oui. Il y a manifestement, là, au cœur de cette loi, une tension qui se fait au cœur même de la démocratie. Des démocraties représentatives et de ce que représentent après les grands échecs du communisme, du socialisme, quelle autre force, on se posait déjà la question, peut tenir encore, et la démocratie semble attaquer de plein fouet. Et apparemment, ce qui surgit, ce qui résiste bien, ce seraient les autocraties ou les trucs autour de Dieu, des dieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà des lois qui vont à l'encontre des mouvements populaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'un mouvement populaire est nécessairement légitime, gagnant, brillant, éclairé. Mais il y a quand même un problème là. On est dans un rapport où c'est le peuple qui est souverain, oui, et non pas le gouvernement des juges ou le gouvernement de la politique, même si la politique, d'une manière générale, la politique est généreuse, elle se voudrait généreuse et elle se voudrait dans l'intérêt de tous. Et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que le peuple, entre guillemets, en tout cas la grosse majorité, est pour une orientation, oui. Par rapport à l'immigration, par rapport au traitement des étrangers, alors que manifestement, pour des raisons qui se comprennent, qui ne sont pas que des raisons de générosité politique, qui sont économiques, qui sont juridiques et tout, le gouvernement décide autre chose. Donc il va y avoir une tension. Extrêmement forte, on verra, ça doit être tout ça avec le club, on est toujours très curieux de ces choses-là, pas qui va gagner, qui va céder, mais il y a là quelque chose qui mérite vraiment une attention, une vigilance. Est-ce que c'est la voix du peuple à travers des référendums, à travers peut-être des appels à la violence, ou même le populisme qui se prend le dessus pour poser le problème des étrangers en France et en Europe, c'est pas spécifiquement en France, ou aux États-Unis, vu ce que ça donnait aussi au Texas, vu aussi ce que ça donne au Texas, ou est-ce que la politique va garder le cap, va être capable de maintenir un certain humanisme et équilibre dans l'échange par rapport à tout. Donc c'est une question qui est posée. La deuxième question, c'était Vimba. J'étais énormément interpellé, ainsi que d'autres amis, par rapport à ça. Alors, il n'y a pas de commentaire extraordinaire à faire, mais 2 trucs, 2 observations. Premièrement, le carnaval, par définition, c'est une période de licence, de liberté, de transgression, où on fait tout ce qu'on ne fait pas normalement. C'est la définition même du carnaval, et c'est une définition systémique, politique, sociale, culturelle, religieuse, tout ce qu'on veut. C'est la liberté à la licence. On fait tout. Donc tout est possible. La liberté il y a 3 jours, ou 4... Non, c'était 3 jours au départ. Maintenant, en Guadeloupe, ça reste 6 mois. Et quand c'est plus court que ça, manifestement, ça frustre les gens. Mais la définition même du carnaval, c'est la liberté, la licence, la transgression, on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est la définition. Et c'est une définition qui va au-delà de l'État, qui est une définition presque socio-naturelle, socio-culturelle, pour permettre un défoulement, un équilibre, une catharsis sociale, une euphorisation, une catharsis, 3 jours pour le gendarme ou pour le voleur et le reste pour le gendarme. Équilibrons ça comme ça. OK.
D'autre côté, il y a un mouvement vime, surtout dans les défilés des filles et des hommes, hein, tout nus, etc. Ah oui, on en parle. Et même ça circule sur tous les réseaux, tout le monde reçoit ça, c'est pas possible, on est envahi par ça, soit directement, soit indirectement, on vous en parle. Ok. Bon, des gens qui défilent tout nus ou à peine grimés, etc. En soi, c'est pas un problème, tu défiles tout nu, tu fais ce que tu veux. Alors, ce qui est toujours intéressant quand on aborde un problème culturel, c'est la rencontre d'une situation et d'un événement. La situation, c'est le carnaval. Oui. L'événement, c'est la le nudité. défilé. La nudité. L'événement, c'est la nudité. Or, quand il y a comme ça des rencontres antagonistes, il va y avoir souvent ce qu'on va appeler un phénomène cocktail. Ça veut dire que tu prends un ponchetarien, tu prends un planteur ou sous. Alors que le punch est plus fort. Donc, il y a là deux phénomènes qui s'associent et qui créent un phénomène cocktail. C'est-à-dire que le mélange des genres, le mélange des deux, peut donner culturellement quelque chose qui n'a aucun rapport avec la somme des parties. Donc, ce phénomène cocktail m'intéresse parce qu'il y a manifestement en Guadeloupe une tendance à la division par rapport à ça. Il y a des gens qui sont très pour. Il y a des gens qui fuient carrément le carnaval. Qui estiment que c'est la transgression. Que c'est de la transgression, que c'est malpropre, que le statut des femmes, que tout ce que vous voulez, etc. etc. Donc, c'est aussi pour nous quelque chose d'intéressant à observer. Qu'est-ce qui va se passer à travers ça? C'est aussi un marqueur, un indicateur intéressant. Il y a une Guadeloupe. J'ai été interpellé par des gens qui m'ont dit que le carnaval, c'est fini pour eux. Ils ne vont plus jamais, ils ne vont pas voir, ils ne vont pas ceci, ils ne vont pas cela. Alors que c'était quand même quelque chose de très important. Y compris des gens qui étaient très carnavaliers à l'époque. Et donc là, il y a un point d'observation à développer. Voilà. Si j'avais reçu ce signalement, eh bien, on aurait pu faire aujourd'hui ce thème. Rendez-vous, il y a l'immigration et sans doute cette question du carnaval. Je crois qu'il y en a beaucoup à dire. Hein, et puis, rendez-vous à... On verra. Vamos a ver, comme on dit. Vamos a ver. Voilà. Alors, Raymond, dans la semaine, je crois que le moulin était extrêmement tranquille. Il n'y a pas de carnaval, pas de tension particulière. Non. Alors, je vais quand même enchaîner. Oui, il y a la dynamique de Raphaël, j'imagine. Même dynamique oui. Sur le carnaval déjà, mais aussi quelques mots sur le problème de l'immigration aussi. Hein. Oui, allez-y. Oui, je suis content d'ailleurs. Alors sur le carnaval, effectivement, de plus en plus, on voit qu'il y a certains dérapages audio de certains. On voit sur les radios, il y a des émissions en ce sens. C'est dire qu'il y a quelque chose qui se passe. En bien ou en mal, mais il y a quelque chose qui se passe. S'il y a des émissions, déjà on en parle, c'est qu'il y a un problème. Ou alors c'est quelque chose qu'il faut perpétuer. Mais je crois que ça va plutôt dans le sens, comme disait Raphaël, où les gens sont... on trouve qu'il y a un peu trop de laisser aller. Et pour avoir de l'exhibition de nos femmes, nous dans la rue, bon, c'est vrai que le carnaval, c'est un peu en ce sens que ça va, mais enfin, nous avons aussi notre culture, nous avons aussi notre carnaval, nous avons aussi dans le carnaval, il y a des règles à respecter. On voit bien que l'organisation du dimanche, les jours gras, les dimanches dans les différentes manifestations, tel jour c'est de telle commune, tel autre jour c'est de telle autre commune, avec une organisation de passage, avec une tenue. Même les écoles s'y associent. Voilà, une tenue réglementée par groupe, un service de sécurité pour chaque groupe. Donc il y a des règles à respecter. Une organisation. Il y a une organisation. Et si et puis chercher aussi l'engouement du public, parce qu'il y a aussi le public, il y a les carnavaliers de côté, mais il y a aussi le public, pour attirer le public, pour que ce soit quelque chose qui a une portée culturelle, attractif, mais une portée touristique, une portée économique. Mais si on arrive à dégrader tout ça, eh bien ça, ce serait une grande perte pour la Guadeloupe. Et je crois qu'il faudra quand même. On a un carnaval qui est, qui est apprécié, et tant par nous déjà, le public guadeloupéen, pour apprécier nos carnavaliers dans la rue, mais il ne faut pas non plus aller voulant peut-être trop bien faire. En fait, on a l'effet contraire. On a l'effet contraire, l'effet pervers. Voilà. Donc, j'appelle, à mon sens, que nos organisateurs, nos dirigeants des groupes, des associations puissent garder le cap et certes améliorer, mais aller dans le sens que demande le public, dans le sens qui peut amener un plus. Je voulais ajouter aussi, concernant toujours le carnaval, c'est vrai que c'est quelque chose de culturel, mais quand je vois que
les axes routiers sont bloqués, notamment aujourd'hui, le samedi, parfois le lundi, quand il n'y a pas classe. Moi, je dis qu'il y a quand même un débordement. On doit respecter quand même ceux qui vont au travail, ceux qui ne sont pas intéressés, ceux qui vont peut-être faire leur dialyse, ceux qui vont prendre l'avion, ceux qui vont faire leurs courses, ou même ceux qui se promènent. Que les axes routiers quand même soient pas occupés et bloqués par les carnavaliers. Parce que c'est quelque chose, c'est un phénomène nouveau. Pourquoi on va sur les axes routiers? C'est un peu pour moi j'appelle ça de l'arnaque. Il faut payer, c'est un droit de passage. On ne fait rien et on donne quelque chose et on te laisse passer. Moi, je pense que c'est un peu général. Hein, quand on a connu le carnaval dans ce type de timas, comme on dit, ça se faisait dans les pâtés de maison, dans les villages, dans une rue. Même. En général, les axes routiers n'étaient... Il n'y avait pas autant de voitures. Les axes routiers n'étaient pas les axes qu'on a aujourd'hui. Donc ça ne gênait pas. Comment dirais-je, les défilés passent, parfois c'est un petit groupe, dans un quartier, ils font leur numéro, ils chantent, ils dansent, et puis ça discret. Et on leur donne quelque chose. C'était comme ça. Mais à aucun moment on allait bloquer les routes et mettre la vie de ces petits carnavaliers en jeu, mais aussi l'automobiliste qui touche un petit masse, ça peut déboucher sur de gros problèmes. On voit les touristes, les gamins qui se couchent sur les voitures. Non, mais il faut que les parents puissent quand même prendre les choses en main pour dire à ces enfants-là, il y a quand même une sécurité, des respects, respecter les droits de l'autre pour qu'on puisse quand même avoir une meilleure circulation. Et les maires, et je finis sur ça, les maires, c'est un peu leur devoir d'intervenir, mais je suppose que pour des raisons politiques, les élus ont peur de ce genre de choses. Mais je dis, il faut quand même mettre de l'ordre dans cette situation. Et pour l'immigration, ce serait un petit peu plus court. C'est vrai qu'il y a un problème. Le problème est posé, hein, même si la loi a été promulguée. Mais l'opinion doit avoir... enfin, les lois sont peut-être en retard par rapport à l'opinion. Oui. Et donc, on voit bien qu'il y a un problème. Il y a un problème d'ajustement. Il y a un problème. Les lois qu'on doit appliquer aujourd'hui ne reflètent pas l'état de l'opinion, selon certains et selon un peu le courant général. Et qu'est-ce qui oriente aujourd'hui? C'est plutôt lorsqu'il y a un mouvement des élections, on voit bien quelle orientation. On dit, ah ouais, mais si on veut peut-être bannir ce courant politique, mais en fait, au lieu de bannir, c'est le courant politique qu'on ne veut pas, et on voit ça un peu partout, qui monte. Ça veut dire qu'il y a un problème, il faut régler le problème. On a l'effet contraire de ce qu'on recherche. Et donc, j'espère que les politiques vont pouvoir s'adapter pour pouvoir avoir le reflet de l'état de l'opinion dans leurs décisions. Prendre le pouls de la réalité et ajuster la réglementation. Trop souvent, il y a cet écart et ça cause de problèmes. Par exemple, pour les agriculteurs, c'est pareil. On voit bien qu'il y a longtemps que ça couvre. On en revient un beau jour. Alors, ainsi présenté, je le reprécise à l'attention des téléspectateurs, nous sommes pour le moment au niveau des préliminaires, les marqueurs de l'actualité de la semaine. Alors, René, parce qu'on peut sans doute point de vue aussi ça qui m'a marqué, mais par rapport à ce qui a été dit, nous, carnaval là, Kayavoulou, apparemment. Non, il faut faire attention, hein, parce qu'on va parler d'un groupe carnaval VIM. Et on va parler d'une attitude, d'une action à VIM qui malheureusement a répété chaque année. Hein. Oui. Et qui parfois a de plus en plus loin. Mais qui est caractéristique en groupe en particulier. Donc, on va parler de carnaval de manière générale. Il faut nous faire très attention. VIM, hein. Puisque carnaval a une création guadeloupéenne. Hein. Ça a été dit la fois dernière. Mais si vous voulez, nous prenons en main dans l'histoire, nous. Et nous faisons un fait culturel guadeloupéen. Puisque pour moi, on ne peut pas dire que le carnaval, c'est bien qui sortit de l'Afrique, etc. Non, ça était lié à la religion d'ailleurs. Et à la religion catholique. Et le carnaval, si vous voulez, nous prend et nous baillons un sens culturel, etc. Propre en nous. Si bien, propre en nous, oui. Si bien que, bon, nous avons été débutés, le Massapo,
musique à Massapo, tout c'est bien. Tout ça, c'est des apports culturels qui viennent développer, au zombies, etc. Tenir tout un certain nombre d'habitants dans le carnaval là, il a évolué, il a transformé, tout simplement parce que quand le carnaval là, assez typique dans toute région, nous, pratiquement, quand nous avons des exemples, nous avons voir, etc. Donc, nous avons parfois des phénomènes d'imitation. Au niveau, par exemple, les groupes à Massa, à Tambou, à Kescléo, ben, nous avons le plus évident que ça, c'était image. Bon, alors que si on est la pub, on peut venir dans les restaurants, pour les mavines et tout ça, nous voyons ça par la suite. Bon, à niveau là, ça. Donc, juste une page publicitaire et ensuite nous revenons à René très rapidement pour ses analyses, présentations. Voilà, télévision, vous le savez, ne peut pas marcher sans publicité. Nous sommes de retour. Alors, René, on va poursuivre dans ces préliminaires. Alors, il y aurait à compléter dans l'analyse entamée. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça on veut dire, c'est que, si vous voulez, ces initiatives-là que nous avons pas l'année là, ça seulement, qui posent un problème par rapport à, si vous voulez, relations avec la société en nous. Qui a fait que, enfin, entendons Madame l'autre jour, elle a dit, la liberté, d'accord, mais la liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres est menacée. Bon. On n'a pas dit qu'il y a menacé la liberté des autres, mais ça, c'est du point de vue visuel, du point de vue d'acceptation à ces bien ça. Et effectivement, on a senti bien que, bon, seront bien forcés. Et ça a un aspect dangereux, bien ça, puisque ça peut développer des passions et des excès de passion qui fait que on peut déboucher en l'air des bitins que on pas voulu, soit disant, on pas voulu en principe, mais qui a mis là à niveau là ça. Donc, il faut qu'il y ait compte. Si vous voulez, dans toutes ces réalités-là, avant, ou faire prendre des initiatives, même si en Autikayo là, où il y a essayé de justifier par l'égalité entre hommes et femmes, la liberté, mais ça a posé quand même en question par rapport à la réalité de la société en nous, et la capacité de la société en nous à accepter n'importe qui. C'est ça. Oui, tout à fait. La question qui est posée, et c'est bien parce que quand on réfléchit sur la culture, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile à délimiter. Pourtant, il y a des bords, il y a des frontières, il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle des interdits structuraux, hein, des choses, des points implicites entre nous-mêmes qu'on ne peut pas dépasser. Et il y a des interdits structurants, qui sont des limites internes qu'on se donne. Et là, on est à la limite. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre mesure et démesure. Alors, oui, il n'y a pas de problème, c'est le carnaval, la liberté, on peut se mettre tout nu, on est bon, on ne faut pas déconner. Il y a ça partout, il y a des clubs échangistes, il y a des plages ou machin. Mais quand ça envahit comme ça le champ du quotidien, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une agression, qui peut être perçue comme une agression et qui pose des problèmes de limites imprescriptibles. Là, il y a quelque chose qui fonctionne dans notre société en termes de contenant. Et non pas en termes de contenu, en termes de contenant. Et peut-être c'est aller un peu trop loin. Et on ne peut pas justifier intellectuellement, politiquement, culturellement, tout partout. C'est pas vrai. Hein? Il y a une dimension culturelle, il y a une dimension identitaire, il y a une dimension d'appartenance, il y a une dimension de croyance, il y a une dimension de cosmogonie, qui sont un certain nombre de dimensions qui font que la culture, guadeloupéenne comme d'autres cultures, se contient dans un certain nombre de contenus, cette fois-ci, qui participent des échanges entre nous et de notre identité que les du vivre ensemble. Et donc là je m'interrogeais, et je vois que je suis un peu rejoint, sur des limites, alors des limites sur lesquelles on peut flirter par l'humour, par l'ironie, par un certain nombre d'approches, la métaphore, l'analogie, mais qu'on ne peut pas transgresser comme ça directement, parce que là, ça heurte. Sans vouloir donner des leçons, des consignes, je pense à tel ou tel groupe, mais il y a lieu quand même de dire, oui, il faut amener là quand même. Parce que le groupe-là, ça, quand même, du point de vue musique à masse, il capote en l'obité. Et qui est extrêmement intéressant. Mais puis, il y a quand même des concevoir, imaginez un mouvement carnaval, en tout cas, c'est dimanche passé, c'est dimanche dernier. Bon, ça a été conçu, j'imagine. Hein. Bien sûr. Ben là, quand même, on va trouver dans la transgression. Non, mais il y a une facilité, alors culturelle. René va me sauter dessus, mais on va se comprendre. Il y a une facilité culturelle en Guadeloupe à aller dans l'outrecuidance.
Et c'est vrai, c'est naturel, parce que comme d'une manière générale, nous sommes quand même beaucoup contenus dans beaucoup de déterminants exogènes, il y a une tendance naturelle à pousser les extrêmes et à traverser facilement. À quel moment on passe de la rébellion à l'insurrection? À quel moment on traverse une norme? À quel moment on traverse une loi, le délit, le machin. Et donc, on est facile là-dedans. Et on est très créatif. Bon, maintenant, c'est à nous de mettre en place pas les autocensures, mais les limites qu'on se donne nous-mêmes à ne pas dépasser pour garder un minimum de... C'est pas de la cohésion sociale n'est pas en jeu à travers ça, faut pas exagérer, Non. mais une certaine manière de vivre ensemble. De vivre ensemble. Alors, messieurs, donc, c'est la formule. Donc, chez nous, nous étions donc dans les préliminaires. Au club, c'est comme ça. Hein, il y a des préliminaires, il y a des endroits. Il ne faut pas de préliminaires. Ça, c'est eux. Mais... La loi pour le problème de l'immigration, Oui. je crois que très sincèrement, il faut nous tenir tout en débat. Oui, attention. Parce c'était déjà que prévu, derrière ça, hein, le problème à la loi de l'immigration aussi, ni s'ouvrir toute opération politico-politicienne autour de ça. qui, en fin de compte, menait moun à tourner en rond et modé qui a eu. Et ni tout un certain nombre de... Bon, par exemple, le Macron qui a dit, en gros, ça va passé. Nous manœuvre. Et à qu'à penser que c'est quand même de ces sujets suffisamment sérieux, puisqu'on voit voir qui genre le populisme fait ça dégénérer. Ça suffisamment sérieux pour ne pas aborder ça n'importe qui genre et n'importe qui manière. Une question, il faut bien délimiter la problématique, hein, puisque c'en est une, absolument. Donc on va revenir là-dessus, je pense que nous pourrions bien échanger là-dessus. Alors, messieurs, on revient donc à notre thème d'aujourd'hui, l'école, éternelle fascination. Je crois qu'on se rejoint là-dessus, on en parle, on voit dans le monde musical, la musique autour de l'école, on lance les problématiques de notre société, c'est toujours, cela ramène aussi à l'école. Moi, j'ai envie d'entendre de vous, je pense aussi des téléspectateurs, c'est un peu, comment quelle est votre approche, votre définition même comme je le dis souvent, de la chose, l'école? Qu'est-ce qu'il y a à en dire là-dessus pour ouvrir le débat? Alors, il y a beaucoup à en dire, et ça fait partie des thèmes qu'il faudra reprendre nous avons avec nous aussi un enseignant, la personne de René, grand militant, fondateur aussi, membre fondateur du grand syndicat. Donc, mais nous sommes tous passés à l'école. et nous sommes aussi un enseignant. Nous sommes tous passés par l'école, nous sommes tous les fruits de l'école. Et bon, peut-être des fruits réussis, en tout cas des fruits bien mûrs, mais on est passé par là. Et donc, c'est important. Je crois que ce qui est important, l'école, il y a école partout. Hein. Alors, indépendamment de sa définition institutionnelle, c'est un lieu de passage entre un état de nature, l'individu brut, sauvageon, un état de culture, l'individu cultivé, c'est-à-dire qui a appris des codes, des savoirs, etc. Des savoirs et qui les applique. Et donc, l'école, c'est la voie royale pour moi, c'est la voie royale de l'acquisition de la citoyenneté. C'est ça qui est important. Avant, on a peut-être quelque chose qui était un petit animal brut, dans l'image. Je ne suis pas rousseauiste, mais un peu dans l'image. C'est dans l'image. Et après, on a quelque chose de civilisé, de formé, apte à vivre en communauté. Et pour ce faire, l'école bénéficie de deux arsenaux d'intervention, de pratique, qui sont d'une part la capacité ou l'aptitude à la socialisation de l'intelligence, c'est ça qui est important. Et ça veut dire quoi? Que l'école est le lieu des apprentissages codifiés qui, à leur tour, permettent l'accès à la connaissance. La connaissance n'est pas une donnée brute, c'est pas Bible comme ça, c'est pas vrai. La connaissance passe par des codes, des rituels, lecture, écriture et compagnie, qui vous donnent accès à cette connaissance-là, à ce savoir, et vous permettent d'évoluer dans un monde un peu plus sophistiqué que le monde de nature. Donc, premier objectif de l'école, alors on verra après si c'est atteint, c'est la socialisation de l'intelligence. Et deuxième objectif de l'école pour moi, c'est la socialisation des comportements. Parce que l'école est un espace de diversité, c'est un espace pluriculturel, pluridivers. Et donc, les gens partagent, grande richesse, les gens se partagent, les gens échangent, et les gens donc régulent ou co-régulent leur comportement et apprennent à vivre ensemble. Donc, c'est un outil. L'école, c'est un outil privilégié, et je dirais plus qu'un outil privilégié, c'est le seul outil d'application de l'esprit humain
sur l'ordre de la nature, pour faire que le rapport à la nature devienne un rapport à la culture. La nature, nécessairement, doit être prise, sinon on la voit, quand elle s'exprime à l'état brut, Oui, la nature est primaire, Oui. elle est déliée, elle fait ce qu'elle veut comme elle veut. La seule manière de la socialiser et de la rendre utile, entre guillemets, c'est de la canaliser à travers des acquisitions intellectuelles, à travers des acquisitions cognitives, à travers des acquisitions sociales, et de lui permettre de transformer l'ordre de la nature, le potentiel de la nature, en ordre culturel, en ordre de savoir, en ordre d'échange. Et donc, c'est la manière, l'école, on dira, c'est un peu psychologique, mais il faut quand même que de temps en temps remettre des mots. L'école, c'est un vaste processus de secondarisation mentale qui te donne accès à la capacité d'agir sur les choses et de passer d'un monde subi à un monde agi par ton intelligence, par ta capacité, ta plasticité intellectuelle, ta flexibilité mentale et de jouer sur le monde, en principe, en essayant de dégager des plus-values utile à ta société. Alors, nous sommes dans la profondeur des choses à travers cette définition de Raphaël Spionel, connaissons bien, mais en fait, on voit bien que l'école fascine. Parce que le sujet annoncé quand est-ce que c'est vendredi, on a eu cette. Je crois que chacun a sa manière de réfléchir, mais là, nous voyons qu'on entre dans le nonat de la chose. Mais alors, cette fascination, pour revenir sur le mot, parce que c'était le mot qui était, elle est extraordinaire parce que c'est une fascination d'excellence. C'est ce qui te permet une transformation en valeur ajoutée. La fascination, c'est la manifestation à un moment donné de l'intelligence, donc de l'esprit. Alors, quand je dis intelligence, je ne parle pas de QI, machin comme ça. Non. Je parle de la capacité de l'homme à réfléchir sur les choses, la capacité réflexive à avoir un retour sur le vécu et de faire de ce retour sur le vécu un facteur de progression collective et de progression individuelle. Donc, c'est une fascination parce que l'école, effectivement, et quand on prend toute la stratégie depuis les petites classes jusqu'à la grande classe, c'est un processus. Alors, ça a été dit d'écrémage, de ceci, de ça. Bon, on reviendra sur la critique de l'école parce que c'est pas si. Oui. Je reste au niveau global, général, mais c'est quelque chose qui permet, en principe, à l'individu de s'accoucher. Socrate parlera de maïotique, de s'accoucher et de révéler sa quintessence humaine et son âme la priorité de son âme et de son action sur l'ordre de la nature des choses. De la nature des choses. Nous avons avec nous aussi la personne de Raymond, une personne qui a eu un acteur aussi, je dirais un acteur, mais enfin, de l'institution, en fait. Enseignant, prof de maths, enseignant pendant de très longues années, qui a côtoyé le milieu. Je pense qu'il y a aussi de l'admiration ou encore beaucoup de critiques à l'égard de l'institution. Alors, Raymond, qu'est-ce qu'il y a à en dire là-dessus? Alors, Raphaël a fait, comment dirais-je, une définition très, comment dirais-je, très riche, très dense. Dense et avec beaucoup de profondeur. Il n'y a rien oublié, apparemment. Je crois que vraiment tout a été, enfin, en tout cas, le maximum a été dit, au moins. Enfin, les téléspectateurs écoutaient, alors ils ont pris bonne note. Je suis un peu ébahi par ces propos, tout à fait dans l'axe du thème. Du thème, du sujet. Mais je serais moi peut-être plus sur le terrain. Parce que moi, oui, on est... Et l'école, c'est la base de la société. On ne peut pas concevoir une nation, un peuple, s'il ne sort pas de l'état nature primaire de l'homme pour arriver à s'intégrer, à faire évoluer soi-même et puis collectivement la société. C'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de lien social aussi. Parce qu'à l'école, on a des liens entre enfants, entre adultes, ceux qui encadrent le monde scolaire, mais aussi entre adultes et jeunes. Donc, et avec les parents, on voit bien, par exemple, les problèmes qui se posent à l'école, par exemple, en Guadeloupe, ce ne sont pas les mêmes qui vont se poser pour rester pas loin de chez nous, en Martinique, à Saint-Martin ou en Guyane. Vous voyez, chacun a ses problèmes, les problèmes se posent de manière différente pour pouvoir faire évoluer l'institution de chaque
lieu de chaque territoire, pays, chaque territoire. même à l'intérieur de même pays. Donc il y a des différenciations à faire, et de traiter les problèmes différemment. Et comme on a déjà eu l'occasion de parler, par exemple, à Saint-Martin, on Oui, voit on en bien parle que c'est difficile pour un enseignant d'exercer son métier à Saint-Martin, compte tenu de la diversité d'origine des uns et des autres, des enfants, parce que dans une même classe, des fois, il y a parfois personne qui parle français ou à peine. Oui. Donc, c'est toutes sortes de langues. Il faut trouver une combinaison pour pouvoir évoluer et avoir pédagogiquement parlant du tact pour y arriver, parce que c'est quand même pas simple. En plus des problèmes qui se posent, des problèmes certainement au niveau matériel, au niveau, au niveau social. L'approche pédagogique. L'approche pédagogique. Et l'hébergement, par exemple, à Saint-Barth, c'est compliqué de trouver des hébergements pour les enseignants qui sont en déplacement, si on n'a pas des gens de Saint-Barth. Vous voyez? Donc, c'est pas simple. Chaque endroit, il y a ses problèmes. Mais aussi, à travers tout ça, on voit bien qu'il y a une certaine évolution dans le comportement des uns et des autres, des élèves. Moi, j'avoue, par exemple, sur la fin de ma carrière, à un certain moment, comme beaucoup d'enseignants d'ailleurs, ils disent il est temps que ça se termine pour ne pas avoir, parce que les choses évoluent. Le comportement, culturellement, à tout point de vue, socialement, les enfants évoluent, les parents évoluent. Mais il y a le contexte aussi, la fièvre numérique. L'éco-anxiété, les problèmes écologiques, tout ça qui pose. C'est tout, parce qu'à l'école, il y a tout. Il y a tout. Et là où il y a quelques soucis, hein, c'est cette évolution de mentalité des enfants, mais surtout des parents. Moi, à travers ma carrière, je n'ai pas eu de problème particulier, de problème majeur avec les enfants. Mais à la fin, je craignais plus les parents que les enfants. Que les enfants eux-mêmes. Que les élèves. Et je dis, vite que ça se termine, pour ne pas avoir de problème. J'ai eu la chance de faire une carrière sans problème. C'est pourquoi j'ai très tôt sur ta tête. Donc, il y a cette évolution de mentalité au niveau des parents où mon enfant, c'est un trésor, il ne faut pas toucher à mon enfant. Ce n'est pas comme l'autre. Mon enfant, ce n'est pas comme l'autre. Et donc, il faut traiter pratiquement chaque enfant comme si c'était un enfant différent, particulier. Et les parents, ce côté collectif, j'ai l'impression que de plus en plus, et malheureusement, et c'est de la société qui le veut, on est de plus en plus individualiste. Le côté collectif, non, ça ne m'intéresse pas, c'est d'abord moi, c'est d'abord mon enfant. Oui, et cet aspect-là, je l'ai ressenti à la fin de ma carrière. Il dit vite que ça se termine pour ne pas... Mais on a les moyens qu'on a aujourd'hui pour dispenser le savoir, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu quand j'étais... Nous avons connu peut-être, nous tous. Hein. Nous tous, notre génération, les facilités qu'on a aujourd'hui, quoi qu'on dise, de transport, de cantine, de s'habiller, de se déplacer, numériquement. Donc, je suppose que c'est valable pour nous, à notre génération. On était absent, pour avoir les leçons de la prochaine fois, on n'avait parfois aucun moyen. On allait de manière ignorante à l'école parce qu'on n'a personne, sauf si on a un voisin qui habite à côté. Mais il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de car, il n'y avait pas de voiture. Je prends la voiture. Maintenant, c'est portable. Il n'y avait pas de portable. Donc, oui, et donc, cette facilité qu'on a aujourd'hui, j'ai l'impression que cette génération qui a cette facilité ne prend pas conscience de ce qu'ils ont à leur disposition pour acquérir du savoir, et parfois facilement, parfois sans même avec un lancement de quelque chose par un professeur et aller trouver sur Internet tout un tas de choses pour dépasser même le professeur sur un thème bien précis. Mais j'ai l'impression que, sauf pour certains, parce qu'il y en a qui sont de très bons, j'ai eu, personnellement, pour prendre mon cas, j'ai eu de très mauvais, mais j'ai eu aussi de très 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 bons, l'excellence aussi. Donc il y en a qui vont plus vite que d'autres. Donc ça aussi, un enseignant, c'est différencier cet aspect de la rapidité d'esprit des uns par rapport aux autres. Donc tout le monde ne va pas à la même vitesse. Il faut faire avec. Donc voilà.
pour l'instant, on va arrêter là pour laisser la parole aux autres. Alors, il y a plein de choses à dire aussi. C'est pourquoi ce sujet il est dense, je dirais. Alors, René, alors, bon entendu, c'est une institution admirable à écouter, qui est assez problématique, mais admirable tout de même, puisqu'elle permet de faire des individus des hommes. Peut-être, on verra. René aussi, on peut faire pas au pouvoir dans le domaine là, le domaine aussi de ce qu'on appelle le côté social, la vie associative aussi, syndicale, je pense. Alors, certainement, une lecture de l'école, René. Oui, non, mais il faut savoir bien, c'est qu'à travers les sociétés, l'école toujours existait, même dans les sociétés primitives. Oui. C'était la cueillette et la pêche. Bon, ben, grand modèle. Papa là, les pères, t'es qu'à prendre les garçons et tout ça, t'es qu'à mener apprendre qui on va faire la cueillette, là, c'est l'école. Et les mamans, t'es qu'à, en particulier, puisque nous avons parlé de Kalina et tout ça, bon, était beaucoup plus sur l'agriculture, etc. Tenir éducation à ce type-là, c'était une forme d'école. Bon. Les sociétés primaires, ensuite, il y a toujours mis ça. Alors, ça a toujours existé. L'école a dans une société pour te reproduire, soulever les savoirs, les connaissances et permettre les survies. Bon. Moi, ça, pour un moment qui est extrêmement important, c'est que l'école-là doit être, pour moi, considérée comme pièce maîtresse là, à laquelle tout pays qui a construit le développement a. Si vous pas une pièce maîtresse là, ça, on ne peut pas construire. Et là, on va parler de développement, on va parler d'économie, tout ça, on va parler de culturel, social, etc. Sont pièces maîtresses à niveau là, ça, qui n'est pour objectif de faire ce monde-là réussir à donner un certain nombre d'habitants qui c'est connaissance à eux-mêmes, la sortie, qui etc. Et qui, en même temps, ont une ouverture sur le monde et la connaissance de manière générale, qui a développé la connaissance. Donc, encore quoi que ça, vous déjà bien dit, et en pays où on prend tous ces thèmes-là, ça, à niveau là, ça. Deuxième problème, c'est que l'école-là doit faire un consensus dans la société-là qu'il y a là. C'est-à-dire que l'école-là ne peut pas retrouver, qu'on nous voit parfois, un variable d'ajustement à tous les conflits sociaux, toutes les dérives politiques des décideurs politiques, fermeture pour plus d'eau, dératisation ou que sais-je encore déjà, et toutes les déficiences sociales qui n'y. Faut l'école-là, justement, ils permettent de transcender tous ces bidets, ça, de sublimer, d'aller beaucoup plus loin. Bon, c'est pour ça que l'œuvre nous regarder, moi, engagement, moi, on a dit ça, grand bonheur, engagement, moi, notamment au niveau à l'école là, était motivé tout particulièrement par statut à langue en nous et culture en nous, en disant à l'école là. On était professeur de maths, mais était motivé essentiellement par bitin à ça. Et pour moi, son bitin qui était posé déjà historiquement par Gérard Lauriette, en niveau à les questions de l'échec, c'est place justement à la culture. Or, en disant à pays en nous, l'école là, est caractérisée par une volonté, c'est la volonté d'assimilation. Et à partir de là, tu as un problème. Mais l'école là, en niveau à pays en nous, tu es considéré quand même comme un ascenseur social. Par ensemble à la population là. C'est-à-dire que pour moi, l'école là, c'est ton moyen. À quelques juminaires qui a dit ça, c'est la terre de ceux qui n'ont pas. Enfin, sans terre, les personnes sans terre. Oui. La terre de ceux qui n'ont pas de terre, etc. C'est-à-dire que pour la famille, si moun là, si on promet, il faut mettre tout le reste de la famille là pratiquement en service pour que ça te permette un ascenseur social. D'autant plus qu'il y a des sociétés en nous, il ne faut pas oublier que quand ce sont des sociétés qui vivent l'esclavage et qui vivent un certain nombre d'habitants comme ça, l'école, c'est un moyen d'émancipation, de sortir de la misère, etc. etc. Le problème là qui est, c'est que là, on va nous regarder bien à l'école là, parce que pour moi, c'est surtout ça qui est important. Nous avons constaté que si nous avons un système qui sont un système élitiste, qui va permettre de réussir, mais plaqué en réalité un échec extrêmement important au niveau du pays en nous, Guadeloupe. Et c'est ça qui a posé le plus gros problème là. Puisque après 100 ans d'existence, c'est a laissé un héritage en pays en nous. 20 à 25% d'illettrés chez les 15-65 ans. Et 34% des jeunes régulièrement en difficulté au niveau de la lecture, le français, etc. Et 16% qui ont fini en situation d'illettrisme. Donc,
pour moi, c'est là le gros problème là, hier à niveau là ça. D'autant plus qu'on a constaté que ces retards-là, ils ont commencé dès l'école maternelle, dès la prise en charge en école maternelle, tout simplement parce qu'à niveau là ça, il y a une question qui ne peut pas résoudre. C'est pour la prise en charge à l'enfant guadeloupéen, à dans, si vous voulez, vécu déjà là, en niveau social. C'est pour ça que là, on va nous attaquer, moi, un problème là, des vrais camarades de moi. C'est surtout au niveau de l'école maternelle que nous attaquons, parce que c'est à partir de là qu'on a construit l'échec total là, à niveau là. Il ne faut pas oublier qu'à dans l'école là, ça, on est près de 1200 personnes qui sont sortis chaque année du système scolaire là, ou bien sans diplôme, à pas chiffre moins, on est là. Là, on m'a dit, première fois là, on l'a regardé à travers, on dit, oh là, c'est pour ça et tout, c'est ça. Mais c'est chiffre électoral lui-même. Les gens l'entendent avec tout ça qui répond. Sans diplôme ou avec des niveaux insuffisants à niveau là, ça pour une insertion sociale. Et si vous regardez bien, c'est 42% en classe d'âge, 42 à 45% en classe d'âge qui a réussi bac. Il ne faut pas regarder les résultats à 98%. Il faut prendre ce petit monde qui partit en maternelle là, et après tout cela, combien qui arrive en terminale. Pour rendre vous compte de, si vous voulez, efficacité de son système. Deuxième problème, c'est que on est dans un système scolaire là, un gros problème qui est lié, si vous voulez, à la continuité scolaire là et à qui genre formation. À part l'élitisme, on peut constater par exemple qu'à l'université, on a 23% de réussite en première année de licence, pas plus. Les chiffres. Et souvent, non mais moi on a les chiffres. Oui. Pourquoi? Parce qu'en plein année. Oui. Et souvent, pourquoi? Parce que nos orientations qui a fait d'avoir, nos orientations qui a fait à l'université, et qui pas une orientation qui pratiquement choisie, même au niveau à l'université, Subi, mais qui pas seulement subit, mais qui parfois pas besoin. À quel point, non, à quel point cas, on voit un petit monde qui n'y bac pro et qui pas à trouver, ni poursuite d'études, alors que bac pro est prévu pour développer l'employabilité totale, hein, mais qui ne peut pas faire ni poursuite d'études, ni trouver des biens, eh bien, pour garder bourse là pendant une année, il y aura inscrit à l'université, mais en définitive, il y aura à pratiquement 100% qui va réussir en disant là ça. Donc, on a un échec qui est assez important et qui est assez fort. Et à partir de ce moment-là, il faut attaquer à problème là ça. Et problème là, ça a trouvé à différents niveaux. Hein. Il a trouvé au niveau de la prise en charge, au niveau à l'intégration. Il a trouvé au niveau des politiques. Pourquoi? Parce que les politiques, ils ont tenu tendance à dire que le problème à l'école n'est pas problème à eux, c'est problème à leur régalien, alors qu'en réalité, c'est de plus en plus problème à eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi pour construire, pour équiper, pour ceci, cela, mais il faut ça en sens. Faut ça aille en côté. Donc, si vous voulez, il y a tout un ensemble de problèmes, et un problème fondamental qui est lié à l'orientation qui a vu en moins, qui a fait que l'école là méritait qu'il y aurait pensé, et qu'il y aurait pensé en fonction des propres réalités en nous, et propres objectifs que nous avons fixés nous, et propres besoins nous. Sinon, nous gagnons l'école de l'élitisme, qui est formé en lot monde très formé pour les grandes écoles, mais pour l'extérieur, et pas nécessairement pour la société. Et à niveau de la société en nous, nous retrouvons de plus en plus de jeunes qui sont en situation de chômage et d'incapacité de trouver un emploi. Pour bien comprendre, on approche territorialiste. Enfin, pas seulement territorialisé, parce que... Mais ouvert sur le monde. Ouvert sur le monde, c'est normal. Moi, d'accord avec Cicéro, là, on voit Cicéro, on a dit ça dans le texte 100 fois, que, si vous voulez, l'universel se bâtit à partir des cultures particulières. Voilà. Ça qui sont en réalité, quand au fond. Oui, on me faisait une petite page de publicité, on va revenir à Raphaël. Donc, ça, c'était pour revenir à la phrase. Merci, on va... Publicité. Nous revenons tout un instant sur notre thème. Nous sommes donc de retour. Alors, messieurs, donc, dans la progression de cette thématique, hein, je rappelle l'école éternelle fascination. Raphaël, donc, il y a à en dire, parce que nous entrons là dans des problématiques qui sont extrêmement clivantes par rapport aux analyses. Parce qu'elles sont essentiellement politiques. L'école vise l'assomption d'une classe politique bien particulière. Et c'est ça le problème. On voit bien que, et tous les livres blancs, régulièrement, tous les 5-6 ans, il y a un livre blanc de l'école qui est fait,
et qui sort les statistiques que René donnait. Et on voit bien que jusqu'à présent, l'école fonctionne comme un vaste système d'écrémage vers le haut. Donc elle crée des élites. Hein, et donc tout ce qui est illettrisme, décrochage, rejet, phobie scolaire constitue la majorité de ce qu'elle produit. Du système. De ce qu'elle produit du système au nom de quelques élites. Et ce qu'on disait, effectivement, les études ont été faites, on sait très bien, sur 100 gamins en 6e, combien vont arriver en terminale. On sait très bien combien on va arriver en licence, on sait très bien, sans faire du magique religieux, combien vont arriver en maîtrise, etc., etc. Et donc, on parlait la dernière fois du texte de Bourdieu de la reproduction, de tout ça, on connaît très bien. Et ça s'appuie sur quoi? Parce que la chose est subtile, pourtant elle est éternelle, enfin éternelle depuis longtemps. Quand René parle du système par rapport à la Guadeloupe et effectivement à la culture guadeloupéenne, moi, toutes mes études, j'étais pion. Et merci à tout ça. En Normandie, et il y avait le même problème culturel par rapport aux patois normands, par rapport aux gens qui venaient de la campagne, etc., etc. On avait le même taux d'échec, hein, et je me souviens très très bien des années 70. L'école fonctionne sur une logique d'acquisition qui est une logique essentiellement d'intelligence logico-verbale, le langage. Mais ce langage-là est porteur de classe sociale. Le langage, le patois d'un Normand, de quelqu'un de la campagne, d'un ouvrier, etc., n'est pas le patois de quelqu'un qui est dans les élites, dans les classes sociales. Et donc la sélection se fait déjà dès le départ dans ce niveau-là, puisque l'acquisition du savoir passe par la maîtrise de la langue, et la maîtrise de la langue est la maîtrise des élites déjà. Donc il y a ce problème-là qui est... Et donc cette logique, cette espèce de loupe liée au langage, et qui va déterminer la facilité des acquisitions en lecture, en écriture, et donc d'acquisition au savoir, fait déjà la sélection très 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 tôt. Dès l'école maternelle, on voit déjà un petit peu ça. Et parce que c'est la seule forme d'intelligence, d'acquisition que l'école développe. La logique, justement, logico-verbale. Il y a d'autres logiques, hein. Il y a la logique des opérations concrètes, il y a la logique sensorimotrice d'un cultivateur ou concrète d'un artisan, etc. Il y a des logiques sociales, etc. Mais tout ça n'intéresse pas l'école. Ce qui intéresse l'école, c'est l'élitisme autour du langage. Et c'est le langage qui va être le vecteur du développement et de la réussite. Il est clair que la sélection, dès le départ, elle est là. La personne qui, dès l'enfance, n'a pas les codes de ce beau langage petit bourgeois de la cour de Paris, parler croquant de Duneton, le cheval d'orgueil, il est clair que tout ça, ça nous a profondément handicapé, et plus elle va pouvoir progresser dans la hiérarchie, dans l'évolution scolaire, plus elle sera handicapée et mise à l'écart à un moment donné. Si bien fait, et l'école reproduit très bien ça. Bon, il y a aussi un autre problème dans cette même logique. Alors, ça, c'est vraiment une logique systémique. Hein. On formate des gens sur la beauté de la rhétorique et de la logorée. La deuxième chose, c'est que l'école n'est pas sanctuarisée. C'est pas un milieu fermé, protégé. On attaque un peu partout. Elle est ouverte au monde. Oui. Et c'est pas qu'on l'attaque un peu partout. Elle est attaquée par le monde, par la logique du monde, l'économie du monde, par ses agressions, ses stimulations, ses modèles dominants. Les modèles dominants du monde rentrent à l'école. On le voit à travers les marques, on le voit à travers les rivalités entre enfants et compagnie, les téléphones, tout. Et donc, elle est attaquée par ça. Elle est attaquée aussi l'école, elle est aussi vulnérable de l'intérieur, à travers la différente diversité des groupes. Il y a des gangs à l'intérieur de l'école, il y a des rivalités, il y a de l'harcèlement, il y a des choses à l'intérieur même, et on voit bien, quand on intervient, moi j'interviens souvent par rapport à des gamins qui sont harcelés, le corps enseignant est démuni par rapport à ça. Je ne dis pas qu'il ne sait pas quoi faire, il est démuni. Donc elle est attaquée de l'intérieur, et elle est attaquée aussi, comme on le disait, par rapport aux organisations qui la façonnent, qui sont les organisations de pouvoir, d'influence, qui tentent à gagner des parts de marché d'un côté comme de l'autre. Donc ce n'est pas un milieu facile, c'est un milieu qui doit être, si on veut vraiment qu'il soit finalisé par rapport à la citoyenneté, par rapport à la formation d'un esprit sain dans un corps sain, il faut qu'elle soit pensée, effectivement, à l'école, autrement qu'à travers des intérêts ou des échanges marchands ou un modèle de société. Clanique aussi. Clanique ou un modèle de société qui est un modèle unipolaire, unidimensionnel, comme dirait Barkus, de la société. Et ça, c'est pas acquis du tout, aujourd'hui comme hier. On construit des gamins par rapport à une vision économique bourgeoise, et c'est ce qu'on veut reproduire avec des élites de cette bourgeoisie. Ça, c'est
C'est une réalité, hein, je crois qu'on partage un peu tous ici. Alors, Raymond, dans le concret, là, parce que tu nous as souvent, t'as toujours fait état de ta vie d'enfance, et puis celle d'aujourd'hui, hein, un homme qui est quand même qui est satisfait de sa vie, n'est-ce pas? Bon, je ne suis pas mécontent non plus de la mienne, mais je souligne que toi, tu es satisfait de la tienne, tu es très bien d'ailleurs. Alors, ça n'a pas été chose facile, hein, à l'école. Alors, il fallait évoquer la question de l'élitisme. Forcément, quand on y entre, c'est il y a une cible. C'est le parler, c'est le truc, c'est le si. Vous comprenez? Il y a des choses comme ça, mais pas faut aux écoles d'arriver ça. Alors, c'est vrai, l'école aujourd'hui, l'école que nous connaissons, on cherche toujours à aller trouver l'élite. Et dans cette situation, on voit bien que bon, comment dirais-je, les écoliers, les parents ont toujours voulu que les enfants ne se retrouvent pas dans le même milieu social qu'eux. Et c'est ainsi qu'on a poussé les enfants, les parents, même de milieux modestes, très modestes. Ils ont toujours dit, ah non, moi, je ne fais même bité que moi, les vents canne, là, les vents bananes, l'autre. Mais maintenant, on dit ça. On entend souvent que il faut aller faire autre chose pour gagner mieux sa vie que de la manière dont les parents ont gagné là le haut. Et donc, on a poussé toujours vers la compétition, vers l'élite. Et bon, il y a quand même une chose à quand même bien différencier entre l'instruction et l'intelligence. Ah oui, ça c'est... L'intelligence, on est avec l'intelligence. L'instruction, on acquiert l'intelligence, pas la connaissance à l'école. Donc l'intelligence, l'instruction, il y a quand même, on peut être intelligent et ne pas être instruit du tout, et on peut être instruit sans pour cela être intelligent. Peut-être on va se battre peut-être plus que l'instruction mène à l'intelligence, peut-être aussi. Hein. C'est une question de neuroplasticité des esprits. Moi, si vous êtes... moi, à fin de ma vie, je pense plutôt à l'inverse. En tout cas, l'intelligence peut faciliter l'instruction. Je pense que les deux peuvent. Donc, et alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? Et on a les retombées encore plus dramatiques en Guadeloupe, c'est qu'on a poussé tout le monde vers le haut et le bas est resté vide pour ce qui concerne les activités, les emplois. Il y a des domaines où on n'a pas de main-d'œuvre. Il n'y a pas de main-d'œuvre en France. Il faut faire appel à la main-d'œuvre. L'immigration. D'où le sujet de l'immigration qui s'est posé en France. Parce qu'il y a des métiers que les Français, et aujourd'hui les Guadeloupéens, sont pires encore que les Français de l'Hexagone, ils ne veulent pas faire certaines choses. Donc il faut employer de la main-d'œuvre des îles voisines, des pays voisins. Et là aussi, ça crée des problèmes concernant l'immigration. Donc je crois qu'on voit bien qu'à travers l'école, on voit ce problème, ce lien qui se tisse entre l'immigration et l'école. Et l'école, absolument. Parce qu'on a laissé un vide en bas. Et qu'est-ce qui se passe? Des fois, les petits métiers, aujourd'hui, occupés souvent par des étrangers, que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs, sur le territoire national, eh bien, sont parfois mieux payés que des professions le vendeur de canne, le vendeur de l'élitisme. Donc on voit bien les avocats, un enseignant, il y a des plombiers qui font 3-4 fois ou parfois plus le salaire de fonctionnaire sur le mois. Donc on voit bien, il y a ce vide à combler. Je crois que ce serait peut-être de bon augure pour les responsables de l'école, mais politiques, parce que quand même ce sont les politiques qui décident. Revoir leur copie en ce sens pour voir comment, avec les gens du pays, on puisse combler le bas et peut-être diminuer le problème de l'immigration. Parce que le bas, les petits métiers, les parents ne voulaient pas que leurs enfants restent dans des petits métiers. Il faut avoir un costume, cravate. Donc, voilà. Il y a aussi la dépendance, je ne sais pas, tu as des analyses, mais aussi la sorte de dépendance. Parce que j'ai bien entendu à la presse, je crois que c'est un pompiste, quelqu'un du monde du secteur pétrolier, syndicaliste, qui disait que la grande firme Total fait appel à des auto-entrepreneurs.
Et donc c'est pour ne pas embaucher. Mais là, tout d'un coup, je dis, moi, nous sommes enfermés dans une culture de la dépendance, dans la peur de l'engagement. Parce que le petit qui crée sa petite micro, du moins entreprise, peu importe, mais quand même, c'est une responsabilité qu'il prend, une autre responsabilité. Tandis que comme on va mettre pas trop là, ou tranquille là, je ne sais pas, je crois que c'est aussi l'école qui n'a pas su orienter. Si Gavin mettait au four au chômage, on ne peut pas faire vraiment. Ah oui. Je voulais terminer. Effectivement, allez, l'école, on voit que l'école, c'est... on trouve l'école dans tous les aspects de la société. Et on parle de l'uniforme à l'école. C'est un sujet d'actualité aussi. Hein. C'est un sujet d'actualité en France. Mais chez nous, ce n'est plus un sujet d'actualité. Ça en est déjà en avant là-dessus, là aussi. Non, c'est passé dans les mœurs. Et je voulais quand même... C'était une petite anecdote que j'ai connue. Justement, on n'avait pas encore l'uniforme à l'école. Et le conseiller, le CPE, qui un jour, devant la désinvolture, on parlait de Vim, d'une élève au collège, a convoqué les parents pour dire, bon, il faut quand même que l'enfant soit habillé de manière plus classique pour venir à l'école. C'était une fille. Et quand, effectivement, la maman est venue le lendemain de mon établissement, et quand le CPE a vu la maman arriver, il dit, le problème est réglé, c'est pas la peine, hein, on a déjà réglé le problème. Quand le CPE a vu la tenue de la maman qui rentre à l'école, elle dit, non, madame, c'est déjà réglé, vous pouvez rentrer chez vous. C'est bon. Sinon, ça allait faire... désordre pas possible. C'est pour dire comment cette évolution, chaque voix midi à sa porte, mais on oublie parfois, souvent que midi sonne à la porte de l'autre à la même heure. À la même heure. Et donc voilà, ce que je peux dire pour l'instant. En tout cas, une analyse aussi, qui a son importance, puisque tu aussi as été longtemps sur le terrain du transfert de savoir dans l'enseignement aussi. On a combien de temps? 20 ans? Près de 35 ans. 35 ans. Alors, juste un mot concernant l'uniforme. Je pense que l'uniforme, ça règle pas mal de problèmes au niveau du niveau de vie des riches, des pauvres. Et même sur le côté pratique, pour habiller les enfants pour envoyer à l'école, c'est beaucoup plus simple quand il y a l'uniforme, à mon sens. Et que lorsqu'il n'y a pas l'uniforme, où cette différenciation de niveau social se voit tout de suite. Aujourd'hui, même à travers les portables, on voit la différence. Et tout le monde veut que son enfant ait le dernier cri de portable. Donc, voilà. Alors, René, question qu'a posé question qu'a non, suscité. mais c'est pour ça qu'on a dit problème à l'école en Guadeloupe, pas posé exactement comme ça qu'a posé en France. Par exemple, avec toute une polémique partie à l'école privée, l'école publique. En Guadeloupe, ça va poser au même genre, puisque l'école privée, là, et puis développée d'ailleurs, c'était dans le secteur professionnel, etc. Et permet de sauver au beau et petit bout que l'école de envoyer aller à route. Gérard Lauriette, c'était l'école privée. Ça permet de sauver. Donc, en fait, le problème n'a pas posé en ce sens-là. Le problème n'a posé beaucoup plus en termes de contenu pédagogique, formation, organisation et tout ça au niveau à l'école là. Ça qui est emmerdant, c'est qu'à l'époque, où tu es péni au échec, qui en pensé c'est parfois aussi important que c'est là qu'on est à l'heure actuelle. Mais où tu as travail, où tu as l'usine, où tu as ceci, c'est-à-dire que où tu as artisan, où tu as tout un certain nombre de biens qui ont été développés, c'est-à-dire que si on a sorti de l'école, il y a envoyé en formation, ou bien il y a envoyé en là, effectivement, des familles, ou bien il y a mis à l'hôpital artisanal. Depuis les années 60, il y avait toute fermeture à les usines qui posaient et tout ça, de moins en moins possibilité de travail, puisque pas d'autres secteurs qui développent et qui prennent le relais, etc. Si bien qu'on a retrouvé problème à l'échec scolaire en tant l'école, en tant qu'ascension sociale, ou à l'échec scolaire, de plus en plus. Pourquoi? Parce que les gens qui sont sortis et qui sont en perdition au niveau, ils ont retrouvé complètement au chômage. Hein. Il faut savoir qu'un petit monde entre 18 ans et 25 ans, à l'heure actuelle, le monde n'a pas de RSA, mais il va toucher ça. Hein. Il va niaque. Or, son jeune boug. Il ne faut pas travailler. Oui, son jeune boug est une des besoins contre tous les autres jeunes et tous ces bidets à ça. Oui, c'est une réalité. Hein. Bon, tout à l'heure, 2 ou 3 chiffres que la commission, la mission insertion du Conseil général et du Conseil régional, et qui est particulièrement grave à niveau là ça. Bon. Ça doit couper, mais d'après moi, tellement bita à fond pays là ça. On va trouver si c'est comme petit peu trop. Non, à parler de tous ces jeunes là ça et qui souvent
c'est eux qu'on va retrouver dans tous les phénomènes parfois, des déviances, à ça, et c'est un gros charge social pour une société. Ah oui, ça. Bon. Alors, notre deuxième problème, c'est que de plus en plus en niveau à pays, nous avons une famille qui pas vrai à dans l'école là obligatoirement en ascenseur social pour les et nous avons une dégradation à image à l'école. Et tout ça, ça porte de violence. Hein. Oui. Ça porte de violence. Mais des fois, ce sont des parents qui ont été dans l'échec aussi. Certainement. Oui. Mais ça porte de violence, si vous voulez, en disant à l'école là. Ça porte de violence en disant à l'école là par rapport à ces élèves-là, eux-mêmes qui sont de plus en plus. Ça porte de violence. Pourquoi? Parce que nous avons un non-respect qui a développé de plus en plus. C'est non-respect là, on a retrouvé en disant à l'école là, qui a fait que les différences des notions que nous tenions avant, là, on était dans l'école, de respect par rapport au maître, ça a commencé. Et le maître n'a pas encore la personne sacrée, l'élément sacré, avec le développement à l'école d'Embassadeur. Ça vient, si vous voulez, l'interlocuteur qu'on ni en face vers et qui a cristallisé toute contradiction à ce système-là. Et c'est pour ça qu'il y a une violence aussi parentale qui a développé de plus en plus. Moi, à connaître des mouns, de milieu modeste, tu as dit, mais oui, mais ils m'ont dit, viens pour nous discuter. Pourquoi on ne pas venir? Il a dit, mais monsieur Beauchamp, pourquoi on veut en venir? Puisque depuis le petit monde à l'école, a toujours dit, pas faire, pas faire. Il pour une bêtise à chaque fois. Bon, donc si vous voulez, ça c'est les parents les plus calmes. Mais on y d'autres qui portent auteur de violence. Bon, donc si vous voulez, et nous avons un problème de violence vis-à-vis de l'enseignant là lui-même, de l'enseignant là lui-même. Puisque enseignant là, vous voyez qu'à prendre des petits monde en charge, à pas pour eux pas réussir. Il a envie de faire réussir. Et là, vous voyez qu'à trouver dans ces conditions là, ça. Et il y a des conditions de travail qui parfois difficiles et tout ça, ça sont une sorte de violence en l'air. Et c'est pour ça qu'on a trouvé un enseignant qui parfois a démissionné face à l'éducation nationale. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est urgent de régler ces problèmes à l'éducation, de telle façon à ce qu'on panie ces problèmes. À quel point on sait une situation, c'est le problème à collège. Ils mettent en place le collège unique. Des gens qui ont un directeur depuis la maternelle, ça a commencé, là où il y a des qui mal acquis, des préacquis qui mal acquis, qui a fait qu'ils ne pas rentrer facilement dans la lecture, l'écriture, et qui a traîné ça pendant toute la primaire. En niveau à collège, pas ni tellement médiation qui est possible, pas ni parcours différencié. À l'époque, il y a des parcours différenciés dans le collège. Ça fait alors, en anecdote. Aboué hier en petit goyave, qui a travaillé dans la mairie, et qui a dit, monsieur Beauchamp, on va songer moi, un grand bout costaud, on va songer moi à l'école, c'est PPN. À présent, un responsable à service à l'obus. Bien sûr, bien sûr. Donc, on va tenir des parcours différenciés qui te permettre de panier ça à l'heure actuelle. C'est le collège unique. Et l'orientation qu'a faite essentiellement par l'échec. Par l'échec. Alors, c'est ça. C'est une profonde analyse. C'est ça le fond du problème. Et l'interpellation qu'on doit avoir maintenant, c'est sur la mission de l'école. La mission elle-même. Au-delà de toutes les déclinaisons qu'il y a à l'intérieur de ça. Ce qu'il faut comprendre de manière claire, c'est que l'échec scolaire ne veut pas dire l'échec social. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, si on fait une école uniquement basée, c'est ce que je viens de dire, sur une insertion par l'intelligence, par le savoir et tout, il est clair qu'on va créer de plus en plus des facteurs d'échec. Mais là, on est dans la logique de l'école traditionnelle. Ça veut dire quoi? Elle n'est pas là pour former des gens à l'adaptabilité, à l'intelligence situationnelle, à l'adaptabilité au territoire. Oui. La mission de l'école, c'est d'éviter le choc des classes sociales et transformer les classes sociales en la lutte des classes sociales, qui est importante, en lutte des classes institutionnelles, qui est moins importante, qui est alignée sur la consommation, et donc qui pose moins de problèmes. Et donc le rôle historique de l'école a été de servir d'amortisseur social pour apaiser les violences et les esprits. Et donc l'école a fonctionné pendant longtemps comme une espèce de lessiveuse qui produisait des espèces d'artefacts d'adaptation qui n'étaient pas des gens adaptés nécessairement à des logiques sociales, sociétales de besoins, d'existence ou de savoir-vivre, mais à des logiques complètement institutionnelles. Et donc, il va falloir véritablement qu'on réfléchisse maintenant, alors en Guadeloupe comme ailleurs, sur l'école dans sa dimension économique, dans sa dimension d'insertion, à la vie tout court, à la vie telle qu'elle est sur les territoires. Tu
tu parles beaucoup de territorialité, à la vision des territoires, à la demande des terrains, mais pas nécessairement à la réussite sur le mode de la pensée unique, qui est l'adaptation, l'intégration. J'ai aussi beaucoup d'exemples de gens qui ont réussi alors qu'à l'école, ils étaient à l'IMP, ils étaient à ceci, ils étaient à cela. Et alors, on n'avait pas à parier un copette sur eux et qui s'en sont sortis très très bien dans la vie parce qu'ils ont trouvé des formes d'intelligence d'engagement social, d'implication et de réussite. C'est ça qu'il faut qu'on favorise. Ça veut dire Jean Bosco. Oui, bien sûr, tous les gens qui sont passés par Jean Bosco, bien sûr. En tout cas, oui, Ramaï, on va me faire tout à l'heure, mais... C'est tout à fait juste. Oui. C'est pas forcément celui qui a réussi l'école qui va réussir sa vie. Ça, c'est pas vrai, ça. Et il y a beaucoup, et j'en connais pas mal, certainement ceux qui... Mais notre société a monde de personnes comme ça, bien sûr. Et quand on prend l'exemple sur le plan économique, sur le plan... Enfin, de la Guadeloupe, et c'est un petit peu plus marqué en Martinique. Oui. Ceux qui détenaient déjà le monde économique, c'était pas ceux qui... forcément avaient connu l'école, qui avaient réussi à l'école. Je parle il y a déjà cette nombre d'années déjà. Mais même en Guadeloupe. En Guadeloupe, mais je dis, si je dis en Guadeloupe, et c'est un petit peu plus marqué en Martinique. Et donc, on voit bien que ce ne sont pas ceux qui ont réussi l'école, qui ont réussi leur vie économique, leur vie sociale. Et donc, et on a aussi autour de nous des gens qui n'ont pas connu. Alors, je vais citer un petit exemple rapidement parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Alors, je suis en classe de SES. À l'époque, on appelait ça SES. C'est un petit peu les gens qui ne réussissaient pas trop bien. Oui. On les mettait dans un autre domaine, mais toujours dans le collège. Casier. À l'époque, il y avait les CPPN. Après, il y a eu fait l'étude aussi, tout ça. C'était avant. Et donc, nous sommes en période de Pâques. Et un enfant qui a quelques retards sur le plan scolaire, oui. Et il vient me dire, mais monsieur, tu manges des crabes? Je dis oui, mais si je ne suis pas fort. Oui. Et puis il dit, je vais t'en apporter. Elle dit, ah bon, nous sommes en cours, je vais t'en apporter. Mais tiens, regarde, le bonhomme vient avec son sac devant moi, il ouvre le sac comme ça, et il dit, regarde, voici un modèle. Le crabe est dans le sac vivant. Il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de prédit, il n'y a rien. Il y a un crabe dans le sac. Voilà, mais un gros crabe, blanc. Alors je suis resté complètement ébahi. Et cet enfant-là, avant de venir en classe, il va déjà pêcher des crabes, vendre des crabes et venir à l'école. C'est pour vous dire, c'est un enfant qui peut faire carrière et réussir sa vie avec ça. Et l'école, il vient s'ennuyer dans l'école, il vient à l'école parce qu'on l'oblige à venir à l'école. Pendant l'école, il pense à ses crabes, bien entendu. Oui. Et je dis, ouais, tu m'en apporter parce que c'était pour l'encourager. On clôture là-dessus, on a clôturé là-dessus. On va donc, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes dans le temps, en quelque sorte. Alors, pour clôturer donc cette émission, le thème l'école l'éternelle fascination, notre ami Nico habituellement qui choisit la vidéo, n'étant pas là. Donc, une vidéo d'un grand sans doute de la chanson. Philippe Clay, Mes universités, une thématique, une musique qui rejoint bien la philosophie de notre thème. Alors, téléspectateurs, donc notre clôture se fait donc moyennant avec cette vidéo. Alors, technicien, la projection. Merci. Mes universités, c'était pas Jussieu, c'était pas Sancier, c'était pas Nanterre. Mes universités, c'était le pavé de Paris, le Paris de la guerre. On parlait peu de marxisme, encore moins de maoïsme. Le seul système, c'était le système des comme des brouille-toi, des comme des merdes-toi, pour trouver de quoi bouffer, te réchauffer. Mais universités, c'était pas la peine d'être bachelier pour pouvoir y entrer. Mais universités,
t'avais pas de diplôme, mais t'étais un homme quand tu en sortais. Nous, quand on contestait, c'était contre les casqués qui défilaient sur nos Champs-Élysées. Quand on écoutait l'ombre dans nos planques sur les ondes, c'était pas les Beatles qui nous parlaient. Mais université, c'était pas Jussieu, c'était pas Sancier, c'était pas Nanterre. Mais université, c'était le pavé de Paris, le Paris de la guerre. Pourtant on tenait le coup, bien des fois entre nous, on rigolait comme avant ou après. Mais quand ça tournait mal, fallait garder le moral, car il n'y avait pas de cam pour oublier. Mais université, c'était mes 20 ans, pas toujours marrant, mais c'était le bon temps. Mais université, si j'en ai bavé, je me ferais pas prier pour y retourner. Bien sûr, le monde a changé, tout ça c'est du passé, mais ce passé, faut pas vous étonner. Il est tellement présent qu'on ne comprend plus maintenant ce qui ne tourne pas rond dans vos universités.